Bonjour. Alors aujourd'hui, un cours qui risque d'être assez bref. En fait, on ne verra pas grand-chose. On va parler de ARP et ICMP. ICMP, la version 4, en fait, celle qui est associée au protocole IPv4. Donc, ça devrait être quand même assez rapide. Il n'y a pas énormément de choses à voir là-dedans. Il y a un superbe camion de pompiers dans la première slide. La raison est très simple à ça, c'est que quand je fais une présentation PowerPoint, Microsoft me suggère des idées de design, puis ben là, j'ai juste plié sous la pression, puis j'ai accepté cette suggestion-là. Fait que si vous avez des autres images qui n'ont aucun rapport avec le cours, qui apparaissent dans vos PowerPoint de temps en temps, ne vous étonnez pas. On va commencer par le protocole ARP. Le protocole ARP, ça vient d'un besoin. Comme je disais au dernier cours, chaque protocole a une job à accomplir. Le protocole ARP, c'est tout simple. Le problème qu'il doit résoudre, c'est de trouver une adresse MAC associée à une adresse IP. Parce que sur un réseau commuté, donc un réseau où tous les autres sont reliés à un commutateur, ben chacun de ces autres-là a une adresse IP qui lui est propre. Donc, supposons que le réseau c'est 10.0.0.0/24. L'autre 10 est ici, l'autre 20 est ici et l'autre 30 est ici. Les autres, pour communiquer entre eux, autant que pour communiquer avec d'autres autres à l'extérieur du réseau local, ils vont utiliser une adresse IP. Donc, si l'autre à l'adresse 10 ici veut communiquer avec un serveur de Maisonneuve, un serveur public, il va envoyer des messages à l'adresse 206.167.46.101, par exemple. Lorsqu'il veut envoyer un message à un autre hôte sur le même réseau que lui, il va utiliser son adresse IP 10.0.0.30, par exemple, s'il veut envoyer un message à l'autre ici. Cependant, dans un réseau local, la communication, elle ne passe pas par IP. A priori, elle passe par les adresses MAC, par la couche Ethernet. Un hôte, pour être capable d'adresser un message à un autre hôte sur le même réseau, doit encapsuler son datagramme IP dans une trame Ethernet. La trame Ethernet, elle a une adresse source et une adresse destination. Donc, l'autre 10 qui envoie un message à l'autre 30, ben, il a besoin de connaître l'adresse de destination de cet hôte-là sur le réseau local. Et c'est à ça que ça sert le protocole ARP. Protocole de résolution d'adresse. On parle ici d'adresse MAC. Donc, c'est un protocole qui permet de trouver l'adresse MAC à partir de l'adresse IP. Les systèmes d'exploitation, autant que n'importe quel périphérique sur un réseau, va utiliser les informations que le protocole ARP lui donne pour remplir une table qui va contenir les correspondances entre les adresses IP et les adresses MAC. Ces tables-là, on peut les voir dans Windows et dans Linux avec les commandes suivantes. En Windows, on va utiliser ARP option A. Et là, on va voir les diverses tables pour chacune des interfaces, parce qu'évidemment, comme chaque interface est sur un réseau différent, on va avoir une table différente pour chaque interface. Donc là, par exemple, dans la table ici, c'est pour l'interface, si on veut, principale de mon poste de travail. On a les correspondances ici. On voit que l'hôte 1, qui est la passerelle, a l'adresse physique ici. L'hôte 103 a cette adresse physique-là. L'autre 255, c'est l'adresse de diffusion. On a l'adresse MAC correspondant à l'adresse de diffusion. On a aussi plusieurs adresses MAC ici qui correspondent à des groupes de multidiffusion. Je n'entrerai pas trop dans les détails de ça pour l'instant, mais en fait, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il y a deux types d'entrées dans la table. Il y a les entrées de type dynamique et les entrées de type statique. La différence entre les deux, c'est que les entrées de type dynamique, c'est celles qui sont obtenues par le protocole ARP, alors que les entrées statiques, c'est celles qui ont été écrites par des programmes, par exemple, ou des applications, ou même manuellement. Et c'est des entrées qui correspondent à des besoins que certains logiciels vont avoir, ou certains autres protocoles. Donc ça, c'est la commande dans Windows. Dans Linux, la commande, c'est IP
NAI pour neighbor ou voisin. Donc, ça nous permet de connaître notre voisinage, si on veut, des adresses MAC des autres qui sont sur le même réseau local que nous. Okay, donc là, dans ce cas-ci, je suis sur une machine qui est sur le réseau public de Maisonneuve. Donc, j'ai les adresses qui sont publiques. Donc, on voit que les résultats de la commande ne sont pas présentés exactement comme dans Windows. C'est pas tout à fait le même format. Donc, on voit des adresses IP, le nom de l'interface pour lequel l'entrée existe dans la table. Puis ensuite, un état. On voit qu'il y a failed, stale, reachable. Qu'est-ce que ça signifie? En fait, reachable, c'est les entrées qui sont encore valides. Le protocole ARP, on va le voir tout à l'heure, lorsqu'il fait une requête pour savoir quelle adresse MAC correspond à une adresse IP, la réponse va avoir une durée de validité, dans le sens que les adresses IP, ça peut changer. Les adresses MAC ne changent pas. Donc, ça se pourrait qu'une adresse IP ait changé pour la même adresse MAC. Ça se peut qu'il y ait des autres qui ne soient plus rejoignables sur le réseau parce qu'ils sont éteints. Donc, c'est pour ça qu'on met une durée de validité aux entrées dans la table des voisinages, dans la table ARP. Donc, lorsqu'on a une entrée qui est valide et dont la durée de validité n'est pas écoulée, ben, elle est rejoignable, donc reachable. Lorsque la durée de validité est écoulée, elle devient périmée, donc stale en anglais. Donc là, ce que ça signifie ici, c'est que l'adresse MAC ici, qui correspond à l'adresse IP 46140, on n'est pas sûr si elle est encore bonne. On n'a pas eu de requête ARP récente et la durée de validité, elle est épuisée. Et failed, ben, c'est qu'en fait, lorsqu'il y a des adresses qui restent périmées trop longtemps, elles passent à l'état failed. Ou alors, explicitement, lorsqu'on sait qu'il n'y a pas d'adresse MAC qui correspondent à ces adresses IP-là, donc c'est des adresses IP qui ne sont pas attribuées sur le réseau, mais on a un failed explicite ici. Donc, comment fonctionne le protocole ARP? Comment un hôte fait? En fait, quelles sont les étapes de la communication lorsqu'un hôte veut connaître l'adresse MAC d'une autre machine sur le réseau à partir de son adresse IP? On a deux participants, la source et la cible. La source, c'est celui qui veut connaître l'adresse MAC et la cible, c'est celui qui est le propriétaire de cette adresse MAC-là. Donc, la première chose que la source va faire, c'est regarder dans sa table. Supposons que je veux savoir c'est quoi l'adresse de 10.0030, l'adresse MAC de 10.0030. Je vais commencer par regarder dans ma table, est-ce que je la connais déjà? Si je ne la connais pas, s'il n'y a aucune entrée correspondante dans la table, alors ce que je vais faire, c'est faire une diffusion. Je fais une requête en broadcast sur le réseau local qui pose la question « Qui a l'adresse 10.0030 ?» S'il vous plaît, répondez-moi, je suis à l'adresse 10.0010. Donc ça permet déjà à la cible, mais aussi à tous les autres hôtes sur le réseau, de savoir qu'il y a un hôte à l'adresse 10.0010 qui a une adresse MAC particulière. Donc, la cible et les autres hôtes sur le réseau, en voyant passer cette demande-là, vont déjà faire une mise à jour de leur propre table. Ensuite, la cible va envoyer un message, cette fois-ci pas une diffusion, un message en unicast, vers la source, en lui disant « C'est moi qui ai l'adresse 10.0030 et mon adresse MAC, c'est ABCDEFGH. » Donc là, la source va faire elle-même sa mise à jour dans sa table à partir de cette nouvelle réponse-là. Et ensuite, elle va pouvoir envoyer un message avec l'adresse IP et l'adresse MAC vers la cible. Donc, on va le voir tout à l'heure dans Wireshark, mais dans le protocole ARP, il y a des entêtes comme dans n'importe quel protocole. Ils sont définis en passant dans la RFC 826. Là, si vous allez sur le site de l'IETF, RFC 826, ça donne les spécifications du protocole ARP. Donc là, vous avez Sender Hardware Address, c'est l'adresse MAC ici de la source, et ici l'adresse IP de la source. Donc, lorsqu'un message est envoyé en diffusion à tout le monde sur un réseau local, ces deux adresses-là, elles sont dans le message et c'est en se basant sur ces deux adresses-là, la MAC et la IP, que les autres hôtes sur le réseau, dont la cible, peuvent faire leur mise à jour. Ensuite, lorsque la source fait la requête en diffusion à tous les autres sur le réseau, il pose une question. Il demande quelle est l'adresse MAC qui correspond à 10.0030.
Donc, il connaît l'adresse 10.0030, l'adresse IP, mais ils ne connaissent pas l'adresse MAC correspondante. Donc, dans le message ARP que la source envoie à tout le réseau, il y a 3 champs qui sont remplis, mais l'adresse MAC ne l'est pas. Lorsque la cible va envoyer la réponse ici en unicast à la source, les 4 champs seront remplis. Et la réponse à la question initiale, c'est celle qui est dans l'adresse matérielle cible. Donc, on va regarder un petit peu dans Wireshark comment tout ça se manifeste dans un échange du protocole ARP. Donc voilà, j'ai ouvert une capture qui s'appelle sample.pcap. J'ai ouvert ça dans Wireshark. Donc on va regarder ce qui se passe au niveau de l'échange d'informations, comment les entêtes sont modifiées, comment la conversation se passe avec le protocole ARP. Donc je vais commencer par juste mettre un filtre ARP. Voilà. Donc, dans la colonne Info à droite, vous voyez qu'il y a quand même quelques informations sans qu'on ait besoin d'aller dans le détail des paquets. On voit déjà qu'il y a un autre sur le réseau dont l'adresse MAC se termine par 32.2c qui envoie un message en diffusion. Vous voyez que aussi dans la colonne source, ce n'est pas une adresse IP qu'on a, c'est une adresse MAC. Pourquoi? Parce que le protocole ARP, c'est pas encapsulé dans du IP, c'est encapsulé dans de l'Ethernet. Donc, les machines sur le réseau n'utilisent pas leur adresse IP lorsqu'elles communiquent avec le protocole ARP. Ça fait du sens. ARP est un protocole pour résoudre l'association entre les adresses IP et les adresses MAC. Donc, en fait, il y a plusieurs autres. Il y a le 32.2c, 3480 et 9E35 qui veulent savoir quelle est l'adresse MAC de la passerelle, visiblement. Donc, qui a l'adresse 10.30.210.1, répondez s'il vous plaît à 10.30.210.33. Le troisième paquet ici, donc le numéro 772, est intéressant parce que là, c'est A644 qui envoie une diffusion en demandant qui a l'adresse 10.30.210.27, répondez à 10.30.210.25. On va aller voir là-dedans qu'est-ce que ça contient comme information. Donc là, vous voyez qu'il y a le champ opcode déjà. Opcode, sa valeur, c'est 1. C'est une demande. C'est la question. C'est pas la réponse. Donc, comme c'est la question, qu'est-ce que celui qui pose la question connaît? Il connaît sa propre adresse MAC. Il connaît sa propre adresse IP. Il connaît l'adresse IP de la cible. Par contre, il ne connaît pas l'adresse MAC de la cible, ici. Donc, c'est pour ça que le champ ici est tout à 0. On a une réponse tout de suite après. La réponse, on le voit dans la colonne Info ici. 10.30.210.27 est à l'adresse machin, 3528. Donc, ça, c'est ce que Wireshark reconstitue, mais on va aller voir dans le détail les valeurs de chacun des champs de l'entête. Donc là, ici, vous voyez, c'est un reply. Donc, c'est la réponse. Tout à l'heure, on avait la question. Maintenant, on a la réponse. Les champs sont tous les mêmes que tout à l'heure, à la différence qu'ils sont inversés. Ici, celui qui répond donne sa propre adresse dans le champ sender et envoie la réponse à celui qui a posé la question. Donc, là, vous voyez que juste avant, l'adresse IP et MAC de l'autre qui posait la question sont ici. Okay? Et dans la réponse, c'est dans l'adresse MAC et IP cible. Donc, la réponse à la question initiale, quelle est l'adresse MAC qui correspond à 10.30.210.27, c'est celle-ci. Machin, 3528. Et là, vous voyez que ce n'est pas une diffusion, c'est envoyé en unicast. Donc, si on revient aussi tout à l'heure à ce qu'on disait du protocole, les autres sur le réseau mettent à jour leur table à des moments différents. Au moment où la question est envoyée, cette question-là contient elle-même des informations. Au moment où la diffusion est envoyée, les autres sur le réseau peuvent faire l'association entre l'adresse 10.30.210.25 et l'adresse MAC A644 ici. Donc, c'est à ce moment-là que les autres sur le réseau vont mettre à jour leur table. L'autre qui envoie la requête, ARP, lui, va mettre à jour sa table au moment où il reçoit la réponse, donc dans la trame suivante. Donc voilà, c'était tout ce qu'il y avait à dire sur, en tout cas, en ce qui me concerne, sur le protocole ARP. On aura l'occasion de faire quelques petits exercices dans la séance de cours. Mais on va passer maintenant à ICMP. ICMP, qu'est-ce que c'est? C'est Internet Control Message Protocol. Donc, ça sert à, disons, accompagner le protocole IP. C'est un complément. Le protocole IP contient seulement des messages d'adressage, des messages qui concernent, comme on l'a vu, l'encapsulation des protocoles au-dessus
qui concerne le contrôle des datagrammes, donc qu'est-ce qu'on doit faire avec un datagramme, des informations pour le routage, mais il n'y a rien dans le protocole IP pour obtenir des informations sur la qualité des réseaux, sur la présence d'un autre sur un réseau, sur l'existence d'un réseau. Lorsque ceux qui ont inventé le protocole IP étaient en train d'en définir les spécifications, ils se rendaient bien compte qu'on avait besoin d'un protocole complémentaire pour faire des diagnostics, pour obtenir plein d'informations que le protocole IP n'était pas fait pour obtenir ou transmettre. Donc, ICMP, c'est à ça que ça sert. L'application que vous connaissez tous, la plus souvent utilisée en ICMP, c'est le ping. Dans un ping, on fait juste vérifier s'il y a quelque chose au bout d'une adresse IP. Le ping peut être sur un réseau local, peut être sur un réseau public, à l'autre bout du monde, c'est pas grave. Donc, dans un ping, il y a un message ICMP qui demande « Est-ce que tu existes ?» à un autre au bout de l'adresse IP. Et éventuellement, si l'autre existe, il va répondre avec le protocole ICMP « Oui, j'existe ». Le protocole ICMP permet évidemment beaucoup plus de choses que ça, mais ça, c'est son utilisation la plus connue, disons. On peut regarder rapidement dans Wireshark à quoi ça ressemble ICMP. Ici, on va regarder un petit peu plus tard quand même les en-têtes des protocoles, mais juste pour que vous voyez. Bon, évidemment, ici, il y a un ping effectué à partir de l'adresse 192.168.1.187 jusqu'à la passerelle. Donc, la passerelle répond à 1.187 tout de suite après. Ça, c'est quelque chose que vous avez déjà vu. Par contre, ici, vous voyez qu'il y a d'autres types de messages ICMP que les echo requests et echo reply. En particulier ici, destination impossible à rejoindre. Vous voyez que là, il y a l'hôte à l'adresse 147 qui envoie un message à la passerelle qui lui dit « La destination que tu essaies de rejoindre ne peut pas l'être ». On va voir tout à l'heure un peu plus en détail à quoi c'est relié. Donc, ICMP, là, on regarde ICMP V4, mais la structure d'un message ICMP, elle est la même en IPv4 et en IPv6. Dans les deux cas, on a 8 bits pour le type de message, 8 bits pour le code, 16 bits pour le checksum de l'entête, donc la valeur de contrôle. Deux champs ici, l'identifiant et la séquence, qui nous permettent de savoir pour un message ICMP à quel message il répond. Et ensuite, une série de données qui vont être utiles dans l'interprétation du message. Donc, cette structure-là, elle est bonne en IPv4 autant qu'en IPv6. Par contre, des choses qui ne sont vraies que pour IPv4, c'est les types et les codes. Il y a des types et des codes en IPv6 aussi, mais ce n'est pas les mêmes valeurs. En IPv4, on a 256, c'est normal, 8 bits, 256 types possibles de messages et 256 codes possibles par type. Évidemment, on ne les utilise pas tous. Donc, parmi les types de messages possibles, ce pas les seuls, mais il y en a d'autres, il y a Echo Reply, Echo Request. Lorsque vous faites un ping sur un autre, vous envoyez un message ICMP de type 8 et la réponse, ça va être un message ICMP de type 0. D'autres messages, lorsque vous essayez de rejoindre un autre qui n'existe pas, ça va être de type 3. Et ensuite, pour chacun de ces types-là, il y a des codes, comme par exemple, pour le type 3, on peut avoir le code 0, où là, c'est le réseau qu'on ne peut pas rejoindre. Le type 1, c'est on a rejoint le réseau, mais on ne trouve pas l'autre sur ce réseau-là. Le type 3, c'est on a trouvé le réseau, on a trouvé l'autre, mais on n'arrive pas à ouvrir le port sur cet autre-là, et ainsi de suite. Donc, juste ces informations-là, ça peut être assez précis, ça peut nous envoyer des informations utiles, mais parfois dans les données, il y a d'autres informations qui nous permettent, qui permettraient à une application qui reçoit ce message-là de faire un diagnostic ou de réagir ou le rapporter dans le pire des cas. Donc, retournons dans la capture Wireshark avec le fichier demo.pkpng que je vous avais déjà envoyé dans un autre cours. On va mettre le filtre ICMP ici. Donc, prenons un ping à la tram 35, 187 ping la passerelle. Qu'est-ce qu'on voit comme information? Comme on disait, le type C8, c'est une demande.
code, pas de code spécial. Il y a checksum. Là, ici, on a le champ identifiant. Là, en fait, ça correspond à la même chose. Ce n'est pas deux champs différents, BE et LE. Vous remarquerez que c'est juste la façon qu'on le prend. Le champ, c'est 000D, mais si on le lit à l'envers, ça va être 0D00. Les deux octets, est-ce qu'on les lit de gauche à droite ou de droite à gauche? Là, visiblement, Wireshark ne sait pas de quel côté les prendre, donc il nous présente les deux valeurs possibles. Même chose pour le numéro de séquence. Est-ce que c'est lu de droite à gauche ou de gauche à droite? Donc, c'est ici. Puis ensuite, on a les données. Dans un ping, c'est des données qui sont une chaîne de caractères. C'est juste pour envoyer quelque chose, puis le recevoir par la suite. Donc, on va à la trame suivante dans notre capture. Cette fois-ci, c'est la cible du ping, donc 1.1 qui répond. Donc, évidemment, ici, c'est le type 0, une réponse. Le code toujours 0. Le checksum pour le message en cours. L'identifiant, en fait, les valeurs d'identifiant, c'est les mêmes que tout à l'heure. Pourquoi? Parce que c'est une façon d'apparier la réponse à la question initiale. On sait que ce ping reply-là est associé à celui qui vient d'avant parce qu'ils ont les mêmes identifiants. Si on descend un petit peu plus bas, on va voir que dans le ping suivant, l'identifiant ici n'a pas changé, mais le numéro de séquence lui a changé. 3768 dans la réponse 3768. Ping suivant 4024. Donc la réponse 4024. Donc c'est comme ça qu'on le voit. Puis pour terminer, on avait vu dans cette capture-là qu'il y avait des messages ICMP qui n'étaient pas des réponses à des pings. Donc ici, on a Destination Unreachable. C'est la trame 1543. Je vais enlever le filtre pour voir ce qui se passe juste avant. Pourquoi il y a un message Destination Unreachable. Alors, tout juste avant, on voit que là, il y a la passerelle qui envoie une réponse à l'autre 147. L'autre 147 a fait une demande d'adresse DHCP. On lui accorde un bail. Sauf que ce faisant, la réponse, en fait, elle est à destination du port UDP 68. Or, on dirait que sur l'autre 147, le port UDP 68 n'est pas ouvert. Pourquoi? Parce que tout de suite après, il envoie le message type 3, destination inatteignable, code 3, port impossible à rejoindre. Donc là, vous voyez que c'est l'autre 1.1 qui a envoyé un message DHCP à l'autre 147. La réponse, comme quoi le message ne peut pas se rendre parce que le port est fermé, elle ne vient pas par le protocole DHCP, elle vient par ICMP. Et dans les données que contient le message ICMP ici, vous voyez que le message d'origine est encapsulé. Et donc, vous voyez que dans toutes les données ICMP, on a le type, le code, checksum, et là, ici, on a encapsulé, à partir du datagramme IP, la partie qui posait problème dans le message DHCP juste avant. Donc, IP qui encapsule du UDP, qui encapsule le message DHCP d'origine. Et donc, ICMP peut lui-même encapsuler les données d'un message qui ne s'est pas rendu ou qui n'a pas pu rejoindre le bon port ou autre chose. C'est donc terminé pour aujourd'hui. Petite revue du protocole, des protocoles ARP et ICMP. Donc, des exercices suivront en classe pour regarder tout ça d'un peu plus près.